En 1940, environ 27 000 Indochinois, 7 000 tirailleurs et 20 000 travailleurs sont envoyés de gré ou de force en France afin d'y travailler. C'est cette histoire franco-vietnamienne peu connue que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage dans le temps. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager. Ça m'aide beaucoup dans mon travail. Je vous laisse également en barre de description les liens de mes comptes Instagram si vous voulez aller voir. C'est reparti. Le 3 novembre 1939, la France entre en guerre contre l'Allemagne nazie. Les hommes sont envoyés au front et donc rapidement, le pays manque de main-d'œuvre industrielle et agricole. Le plan Mandel, du nom de Georges Mandel, alors ministre des colonies, prévoyait de faire venir 100 000 Indochinois en métropole. Le fait de faire venir de la main-d'œuvre des colonies en temps de guerre n'est pas nouveau. C'était déjà le cas pendant la Première Guerre mondiale. Je vous fais un rapide résumé de ce qu'était l'Indochine française et les pays qu'elle englobait. En 1863, le Cambodge est placé sous protectorat français. En 1867, le sud du Vietnam devient la colonie de Cochinchine. Par la suite, le Tonkin et la Nam sont aussi placés sous protectorat. En 1887, l'Union indo-chinoise est créée. Le Laos est le dernier pays à intégrer cet ensemble colonial. Parenthèse fermée, revenons au début de la Seconde Guerre mondiale. 14 navires se sont enchaînés entre 1939 et 1940. Les réquisitionnés sont majoritairement des hommes jeunes, âgés entre 18 et 30 ans, venant de l'Annam et du Tonkin, très peu de Cochinchine, et pauvres. Ce sont principalement des paysans. 10% d'entre eux sont volontaires, pour échapper à la misère ou pour vivre une sorte d'aventure. Les 90% restants sont emmenés de force. Après environ un mois de traversée, les hommes arrivent à Marseille, où ils sont acheminés vers les Baumettes, et ils y restent plusieurs jours à plusieurs semaines, en attendant d'être amenés vers leurs différents lieux de travail. À ce moment-là, la prison des Baumettes n'a pas fini d'être construite. Ce n'est pas encore une prison. Les travailleurs indochinois ne sont ni des prisonniers ni des esclaves, comme j'ai pu le lire dans de nombreux articles écrits par des journalistes un peu trop zélés. Cela n'empêche pas le fait qu'ils ont été victimes de violences, de discrimination, de conditions d'hébergement et de travail difficiles. Ceux arrivés en hiver ont beaucoup de mal à supporter le froid et un grand nombre d'entre eux vont mourir de la tuberculose pulmonaire. D'autant plus que le bâtiment, comme je l'ai dit, est en cours de construction. Il est donc mal isolé, il n'y a pas de porte et les canalisations gèlent. Les conditions de vie sont précaires, ils dorment à même le sol, il n'y a pas d'électricité et ils n'ont presque pas de vêtements pour se protéger. Les cellules sont chauffées avec des poêles à charbon dans les couloirs, mais cela ne suffit pas. On les appelle ONS ou Linto en vietnamien, ce qui signifie ouvriers non spécialisés. À leur arrivée à Marseille, ils sont pris en charge par la MOI, le service de la main-d'œuvre indigène nord-africaine et coloniale, dépendante du ministère du Travail. Elle deviendra par la suite la DTI, la Direction des travailleurs indochinois, à partir du milieu de l'année 1945. Les travailleurs sont dispatchés en compagnie composée d'environ 250 hommes, avec à leur tête des surveillants et des interprètes vietnamiens, obéissant eux-mêmes à des commandants français. Les ONS sont disséminés un peu partout en France en fonction des besoins, puis essentiellement en zone libre lors de l'occupation allemande. 70% sont affectés aux poudreries. D'autres partent effectuer des travaux forestiers. D'autres encore, et c'est ce qui nous intéresse ici particulièrement, se retrouvent dans les rizicultures de Camargue à cultiver le riz. C'est au XVIe siècle qu'Henri IV met en place la riziculture en Camargue. En effet, le climat venteux et ensoleillé ainsi que les sols argileux dans une zone marécageuse sont propices à cette culture. Malheureusement, ce n'est pas une réussite et le riz servait plutôt à dessaler les marais pour favoriser les autres cultures comme la vigne. Au XIXe siècle, le rendement s'améliore un petit peu grâce à des techniques de dessalaison de l'eau aux Italiens et aux Espagnols qui apportent leurs expertises et des semences. Mais ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale que la production de riz en Camargue connaît un réel essor grâce à la création de digues et canaux d'irrigation, de stations de pompage et de sélection de variétés de riz plus résistantes. Pour faire face à la pénurie, l'État encourage la culture du riz. La France manque de main-d'œuvre. C'est donc dans ce contexte que les Indochinois sont amenés dans les rizicultures de Camargue. Leurs conditions de travail sont très éprouvantes.
Les témoignages relatent le fait que la plupart des hommes n'avaient pas de chaussures ou qu'il manquait de nourriture. Ils ne touchaient pas de salaire, mais une solde, ou au moins ce qu'il en restait, versée par l'employeur à la MOI qui devait assurer l'entretien des travailleurs, habillement, nourriture, logement, etc. Non seulement cela limitait grandement leur autonomie financière, mais en plus il y avait des dérives. La MOI pouvait garder tout ou ne pas subvenir correctement aux besoins des hommes. Et puis comme vous vous en doutez, ils ont été victimes de discrimination raciale et de rejet de la population locale. Ils étaient considérés comme des indigènes et donc des êtres inférieurs, ce qui a conduit à des maltraitances physiques, verbales et à des humiliations. Les révoltes éclatent, c'est le cas par exemple en août 1941 au Salin de Giraud, sur le territoire de la commune d'Arles. Les hommes abandonnent leur poste et s'enfuient, exténués, ne supportant plus les coups et la faim. Ils sont rapidement rattrapés par les policiers. À la fin de la guerre, les travailleurs sont bloqués en France. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 1948, que le rapatriement sont organisés et se poursuivent jusqu'en 1952. La majorité rentre au Vietnam. Environ 2000 à 3000 d'entre eux décident de rester en France. Les raisons les plus courantes sont le fait de trouver un emploi stable, de se marier avec une Française et ou la naissance d'un enfant. Les sources sont peu nombreuses concernant les hommes repartis dans leur pays, mais celles que nous possédons attestent des difficultés rencontrées lors de ces retours. Certains ont perdu leur famille, leur maison. À mon retour, mon père et ma grande sœur étaient morts. En 1945, ma maison avait été détruite et brûlée par l'armée française et ma femme avait pris un autre mari. Certains sont rejetés par la société, accusés d'avoir collaboré avec les Français. À cela s'ajoute le manque de reconnaissance de la France. Il faut attendre 1962 pour qu'une loi donne droit à l'assurance vieillesse aux travailleurs affiliés à un régime de sécurité sociale en France, ce qui exclut tous les ONS rapatriés au Vietnam. Le comité de soutien aux anciens travailleurs et tirailleurs vietnamiens en France est créé dans les années 1989-90. Il demande le droit à une retraite pour les ONS, y compris ceux au Vietnam. Leur statut ambigu complique les démarches. Ils ne sont considérés ni comme des civils, ni comme des militaires, ni comme des travailleurs libres. Je vous épargne tout le jargon administratif et juridique. Si ça vous intéresse, je vous laisse toutes mes sources en barre de description. En 2009, la publication du livre « Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France » par le journaliste Pierre Daume donne de la visibilité à cette histoire. La parole se libère. Les journaux et les politiques s'emparent du sujet. Les enfants et petits-enfants des ONS cherchent à en savoir plus. Leur père s'est emmuré dans le silence. Ils se regroupent et créent des forums de discussion sur les réseaux sociaux. Des journées en hommage aux travailleurs indochinois sont organisées, comme à Arles le 10 décembre 2009. Une stèle est inaugurée en octobre 2014 à Salin de Giraud. Malgré tout, cela reste une page peu connue de notre histoire et il me semblait important d'en parler. Aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup d'ONS encore en vie, il ne faut pas les oublier. Je terminerai par du positif, en soulignant l'apport précieux des techniques et du savoir-faire des Vietnamiens dans les rizicultures, qui ont permis d'améliorer les rendements et de développer les cultures. Le riz de Camargue n'aurait pas été le même sans eux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.